Bonsoir. Bonsoir Yacouba Ouattara, félicitations pour la qualification pour les playoffs d'Euroleague. Bonsoir à vous également qui nous rejoignez sur Monaco Info. Bienvenue dans le best-of de la semaine. Nous vous proposons ce soir de voir ou revoir les meilleurs extraits des interviews de nos invités qui ont rythmé nos JT ces derniers jours. Il aura grandement été question, bien évidemment, de la Monaco Ocean Week cette semaine et plus globalement de la protection de l'environnement, de santé humaine également, avec la lutte contre le sida et des excellents chiffres du tourisme en principauté, sans oublier la 67e édition du Bal de la Rose. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodriguez. C'est une victoire, c'est vrai, on était tous très motivés, mais évidemment, on a eu beaucoup de travail pour notre campagne, mais vous savez que la mairie organise toutes les élections, et il ne faut pas oublier qu'un mois et demi avant, on était sur le front, à l'espace Loferré, pour les nationales. Donc vraiment, bon, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est soulagé, mais toutes les équipes étaient quand même épuisées. Et puis nous, notre équipe a remporté une belle victoire avec une nouvelle liste. Et donc nous sommes très contents avec des beaux projets en vue. 2022, est-ce une année post-Covid ? Eh bien, la réponse est un peu normande. C'est oui, c'est non. C'est un premier trimestre très marqué par le Covid et le reste de l'année qui va en s'améliorant et qui, à partir du Grand Prix, présente de superbes résultats. Un taux d'occupation en retrait à la fin de l'année par rapport à 2019, toujours 8 points de retrait par rapport à 2019, mais un taux d'occupation quasiment à l'identique pour le mois de mai, donc de très très bons résultats. En fait, tellement de gens ont été privés de voyage pendant 2 ans et demi que tout le monde veut voyager. Donc toutes les destinations espèrent des visiteurs. De nouvelles destinations, vous le voyez dans les médias, notamment par la publicité que peut faire l'Arabie Saoudite, le Costa Rica, sont sur le marché, ont de très beaux produits. Mais Monaco reste mythique, Monaco reste unique. L'étude qui vient de sortir, qui est une étude absolument fantastique, qui a mobilisé une 50aine d'auteurs pendant 1 an, qui a analysé plus de 1500 références, a montré que le plastique agit à tous les niveaux de sa fabrication jusqu'à sa diffusion dans l'environnement. Sa fabrication, la fabrication à partir des sources minérales, sa transformation, son recyclage et sa dispersion dans l'environnement. Toutes ces étapes-là sont possiblement la source de contamination pour l'homme. Le plastique ne joue pas simplement un rôle par lui-même, mais ce qui joue aussi un rôle, c'est tous les additifs. Il y a plusieurs milliers d'additifs qui peuvent être ajoutés à ce plastique pour le rendre plus flexible, résistant aux UV. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Mais une autre raison le rend aussi particulièrement toxique pour l'homme, c'est qu'il joue un rôle de vecteur. Ce plastique-là, une fois qu'il est libéré, il devient de macroplastiques en microplastiques, puis en nanoplastiques, donc des particules de plus en plus petites. Tout au long de sa vie, ce qu'on appelle les plastisphères, c'est-à-dire ce monde plastique dans l'eau de mer, va induire de façon indirecte de nouvelles pathologies. 40% des plastiques aujourd'hui qui sont synthétisés sont à usage unique. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut arriver non seulement à donner une limite à la quantité de plastique fabriqué, mais aussi prendre en compte toutes ces matières additives qui sont rajoutées au plastique, qui ont des toxicités qui sont souvent peu connues. Il faut retenir beaucoup de choses. La première des choses, c'est l'affluence. Avec plus de 47 événements et souvent des salles combles, c'est un vrai succès pour cette organisation de la Monaco Ocean Week. Donc ça montre au fil des ans l'intérêt de tous les acteurs des océans et en tant que comité d'organisation, on peut s'en réjouir. Et même si beaucoup de travail reste à faire, évidemment, il faut garder l'espoir et on espère tous ici qu'ensemble, on va y arriver. On parle de 70% de la surface du globe, mais en fait, c'est 80%. Si vous mettez ensemble, en effet, l'océan global, 70%, les pôles, l'Arctique et l'Antarctique, et tout le système de l'hydrosphère, en fait, des fleuves, des rivières et des zones humides, c'est 80% de la planète dont on parle et tout est imbriqué. Et en effet, quand ça va bien quelque part, ça va bien partout, mais malheureusement, ça va mal partout. Ça va mal partout parce que
le sujet des pôles passionne, mais quand les pôles fondent, la mer va mal et les territoires de la Terre sont malheureusement en voie de submersion. On avance très vite. Pourquoi? D'abord parce que le climat, il y a 40 ans, personne ne connaissait. L'océan, il y a 20 ans, personne ne connaissait. Dans la perception du grand public, l'océan est en haut de l'agenda. En tout cas, il est haut de l'agenda des négociations, vous l'avez dit, que ce soit à Montréal récemment avec l'accord de protection de 30% des surfaces marines d'ici 2030, ou évidemment avec le traité de la haute mer à New York, dans le cadre des Nations Unies. Donc, en effet, je suis très optimiste, mais à partir d'un constat très pessimiste, parce que ça fait des décennies d'ère industrielle où nous avons non seulement négligé, mais massacré l'océan avec nos pollutions plastiques, industrielles, et avec tous les effets du changement climatique dont nous sommes responsables. Nous avons maintenant la certitude absolue que le réchauffement actuel est intégralement dû aux activités humaines. Donc c'est vraiment la dernière incertitude que nous avions levée. On se disait, est-ce qu'il n'y avait pas une part de réchauffement naturel? Nous savons désormais que tout est dû aux activités humaines. Et effectivement, vous l'avez rappelé, ce rapport, c'est une synthèse des rapports scientifiques publiés au cours des 8 dernières années, c'est-à-dire au cours du 6e cycle d'évaluation du GIEC, qui effectivement font le point sur l'état des connaissances aujourd'hui, qui font consensus parmi la communauté scientifique. Le problème, effectivement, c'est qu'on est souvent dans une situation où les promesses ont remplacé l'action. Et le problème, c'est que si les promesses remplacent l'action, vous êtes condamné année après année, COP après COP, à faire des promesses de plus en plus ambitieuses, mais de moins en moins crédibles. Et malheureusement, les promesses des États ressemblent de plus en plus à des résolutions de Nouvel An, des choses que vous promettez dans l'euphorie du 31 décembre et que vous oubliez dès le 1er janvier. C'est la grande injustice du changement climatique qui est à la fois générationnelle et géographique. Les populations qui vont subir le plus durement les impacts du changement climatique, elles ne portent qu'une très faible responsabilité dans le problème et donc il y a une vraie question de justice climatique également. On n'a jamais été aussi proche, mais je dirais qu'on n'a jamais été aussi loin aussi. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'épidémie Covid est venue ralentir tous les efforts que l'on avait faits depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que malgré tout, en 2022, on n'a pas retrouvé les niveaux de prise en charge, de dépistage de 2019, même si les choses s'améliorent par rapport à 2021. Donc on est près d'un monde sans sida, mais encore faut-il faire les efforts nécessaires au niveau des messages de prévention, au niveau des dépistages précoces, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, le nombre de dépistages à l'heure actuelle a quand même pas retrouvé le niveau de 2019. Et à l'heure actuelle, on dépiste encore 50% de patients qui sont séropositifs depuis des années, et puis surtout 25% des patients qui sont déjà au stade de sida. Alors moi, je veux bien qu'on soit près d'un monde sans sida, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire en tant que médecin, en tant que soignant, en tant qu'équipe d'information et ainsi de suite. Mais il faut garder un message positif, hein, il faut avoir le moral. C'est Christian Louboutin qui est notre directeur artistique et Christian est un fou de Bollywood, c'est la raison pour laquelle on a choisi avec lui ce thème et avec évidemment la princesse de Hanovre puisque c'est elle qui est la présidente du bal. Ce qui est amusant, c'est que chaque année, évidemment, on invente un thème qui est toujours totalement différent. Et puis, c'est le désir d'avoir toujours un grand créateur, comme il y a eu Karl Lagerfeld pendant de nombreuses années. Maintenant, Christian Louboutin nous aide pour cette 2e édition avec lui. Et puis aussi les invités prestigieux qui viennent du monde entier. Et les femmes sont toujours magnifiques, robes du soir, bijoux. Et cette soirée est toujours très, très festive. Le secret, c'est qu'on a une équipe qui a beaucoup de cœur, qui veut gagner tous les matchs et qui se bat à chaque instant, chaque match. Donc je pense que c'est notre cœur. Le cœur, la force de la Roca Team qui s'est qualifiée cette semaine pour les playoffs d'Euroleague pour la 2e année consécutive. Le best-of est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec l'agenda et les temps forts qui vous attendent la semaine prochaine en principauté. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.